Salut les footix et bienvenue dans la VAR. Pour ce 3e épisode, on a carrément quitté la France sans pour autant s'éloigner du football français puisqu'on a rendez-vous avec un gardien de but qui a connu 7 clubs français, le maillot bleu et même les Jeux Olympiques. Il évolue désormais en Suisse, à Yverdon-les-Bains où on se situe aujourd'hui. Il est juste derrière moi, vous avez sûrement reconnu Paul Bernardoni. Et aujourd'hui, on va évidemment parler football, mais pas que. On va aussi parler des aspects mentaux de la vie de sportif de haut niveau et de l'importance de trouver un équilibre pour les footballeurs professionnels. Et là, je vous sens impatient, donc allez, on rentre au vestiaire. Bonjour Paul. Bonjour. Merci de nous accueillir, de nous recevoir en Suisse, à Yverdon. Tu joues à Yverdon Sport aujourd'hui. On est pas mal ici, entre les montagnes, le lac. La vie est paisible. La vie est paisible, la vie est belle. Franchement, on est vraiment très très bien entouré de grandes villes. Lausanne, Neuchâtel, Berne, Genève. Enfin, on est super bien placé et c'est du plaisir. Le principe de la VAR, c'est que pour les prochaines minutes, je pense qu'il y a quelques maillots qui te rappellent des petits souvenirs. On va se plonger, on va refaire un petit peu le fil de ta carrière. Okay. On va y aller maillot par maillot. Ok. Ça te va? Très bien. On commence? Allez, c'est parti. On commence à 3. Ouais. Tu arrives en 2013 dans l'Aube pour finir ta formation. Ouais, c'est ça. Tu vas assez rapidement rejoindre les groupes seniors, jouer ton premier match en Ligue 2 à 17 ans, 2015 si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Souvent on dit que le poste de gardien de but c'est un poste un peu particulier. Est-ce que commencer aussi jeune c'est encore plus dur parce qu'on est jeune ou justement le fait que ce soit à part, ça facilite les choses? Sincèrement, je pense que c'est plus... C'est jamais le bon moment en vrai parce qu'à 17 ans, t'as pas fini ta formation, t'es encore en plein apprentissage, en pleine croissance. Donc tout ce que je sais, c'est le match, ce premier match, c'est le match où j'ai le plus de souvenirs de ma carrière. C'est Clairement en plus. Clairement, surtout qu'après le parallèle est quand même assez dingue. Mais ouais, ce match-là, je m'en souviendrai. Même l'avant-match, parce que la semaine, je devais aller jouer avec la réserve. À 17 ans, moi, je jouais avec l'équipe réserve. Ouais. Et on devait aller à Metz. Puis au final, j'y vais pas parce que le gardien est malade. Mais je me dis, mais pourquoi? Parce que normalement, je suis numéro 4. Enfin, je faisais pas les bancs parce qu'ils voulaient que je joue. Parce qu'à 17 ans, c'est important de jouer. Donc, ils voulaient que je joue avec la réserve. Et en fait, vu que le gardien est tombé malade, ils m'ont dit, tu y vas pas, c'est toi qui vas jouer le week-end. Ok. Là, je dis, ok. Et je me souviens toujours, je l'ai raconté plusieurs fois, mais mon coach gardien de l'époque, Olivier Tannery, la veille du match, à 3, c'est comme ici, on s'entraîne dans l'enceinte de là où on joue. Ok. Et en gros, il m'avait dit, après l'entraînement, tu prends tes crampons avec lesquels tu joueras demain. Tu vas sur le stade, tu t'imprègnes un peu du truc, tu regardes quel type de crampons tu mets, tout ça, et puis tu arrives demain prendre du plaisir, quoi. Et donc, du coup, je me souviens de tout. T'avais le trac, t'étais stressé ou tu disais non? Jusqu'au premier ballon. Je me souviens, okay. Je prends un premier ballon, un peu un ballon entre deux, pas très simple, mais je le prends bien. Et puis c'est surtout ce qui était assez dingue, c'est que je sentais que le public était super heureux d'avoir le petit jeune un peu du club, tout ça. Et puis après, c'est le match est lancé, c'est parti, quoi. Donc ouais, non, ça a été... En fait, ça a été magnifique dans le sens où c'est ton premier match professionnel, il y a les parents qui viennent, il y a tout le monde qui vient. Mm-hmm. C'est ce que j'ai dit, là. Il y a un petit jeune chez nous qui a fait son premier match. Je lui ai dit, tu t'en souviendras toute ta vie. Ouais. J'ai dit, c'est sûr et certain que tu t'en souviendras toute ta vie. On passe au deuxième maillot? Allez, let's go. Donc là, on passe de 3 jusqu'au Girondin. Yes. Tu arrives un petit peu en espoir, un gardien espoir du foot français. Donc on est en janvier 2016. Et le premier match que tu joues, c'est pas, j'imagine, pas le meilleur souvenir. C'est contre Lyon. Bordeaux, j'en ai fait 7 des matchs. Exactement. Et en fait, je joue, je crois, 2 jours après que je sois arrivé. Ok. Et ouais, c'était assez folklore. Mais en fait, en gros, moi, à la base, je voulais pas spécialement partir. Je faisais ma saison en Ligue 1. J'étais dans mon truc, j'étais dans mon cocon, j'étais chez moi. Enfin, à 3, je m'éclatais. Et en fait, je reçois un appel, je crois, le 30 janvier. Et puis, on me dit voilà... Si à Bordeaux, moi j'ai c'est pour être numéro 1, c'est pour jouer, vu que je joue à 3 et tout, ils m'ont dit ok, et Carasso se pète le genou. Il se pète le genou en fait, et en fait dans la nuit, Bordeaux est 3 semaines d'accord, j'arrive au match, on joue contre Nantes, et en fait le président annonce que je pars
Je suis même pas au courant, moi. Je suis même pas au courant. Okay. Donc, du coup, après, j'appelle mon agent, tout ça. Et en fait, au final, ils s'étaient mis d'accord et tout. Et donc, voilà. Donc, et puis, je crois que Troyes avait besoin d'argent à ce moment-là. C'était très compliqué. Donc, en fait, j'ai pas non plus trop le choix. Ok. Et du coup, j'arrive dans un club historique énorme. Et pas prêt du tout. Pas prêt du tout. Par exemple, à Troyes, je faisais aucune interview parce que j'étais vachement protégé. J'étais le petit cocon. En fait, ils me laissaient dans ma bulle et tout. C'était génial. Et foot. Et puis j'arrive, faut déménager, faut un truc que t'as jamais fait, quoi. Et donc, du coup, en fait, j'ai quitté ma famille, les Stacks, pour arriver dans un club comme Bordeaux et puis un peu livré à moi-même. Et puis j'arrive à premier match à Lyon et je fais un match de merde, quoi. Enfin, en gros, je prends 3 buts, il y en a un sur 100% pour moi, et puis il y en a où je suis pas non plus très clair. Et puis perte de confiance totale. Mais grâce à ça, aujourd'hui, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul et d'être fort à ce niveau-là. Mais je suis rentré après ce match de Lyon et je mets la télé à l'hôtel. Et comme par hasard, elle s'allume sur l'équipe 21 et je vois ma tête, l'équipe du soir. Et en gros, c'est Sagnol, c'est pas. Je me souviens encore du titre. C'est Sagnol, s'est-il créé un problème de gardien? Et je me fais fracasser par 10 mecs. Il y avait juste un gars qui me défendait, qui disait mais les gars, il y a 18 piges. Donc là, c'est dur. Et puis Sagnol est viré, et puis moi ils m'ont mis de côté, quoi. Paul, je pense que tu vas reconnaître ce geste, c'est le symbole de la VAR. Et dans la VAR, on a la question de la VAR. La VAR, c'est la technologie, on la connaît, ça permet de revenir sur une décision, une action. Là, c'est un petit peu le même principe. On revient sur une décision que tu as prise au cours de ta carrière. Alors, tu nous as dit qu'elle n'était pas forcément souhaitée, mais est-ce qu'avec le recul, tu choisirais une autre destination que Bordeaux ou tu essaierais de quitter le club de façon définitive un petit peu plus rapidement que ça a été le cas? Franchement, quand je vois la suite, je changerai. Pour le moment, c'est pas celui-là que je changerai, c'est un autre club. Mais non, celui-là, je changerai pas parce que il m'a tellement apporté dans la finalité. Parce que après, quand je pars à Clermont, je fais meilleur gardien de Ligue 2. Enfin, je pense que ça m'a donné un esprit revanchard tellement énorme et en fait, ça m'a épaissi. Ça m'a vachement épaissi et ça m'a montré que le foot, c'était pas un monde de bisounours. C'est surtout ça. Ouais. Donc, non, celui-là, non. Pas celui-ci. Un autre, ouais, mais pas celui-ci. On y revient un petit peu plus tard. Comme tu veux. On passe au troisième maillot? Allez. Hop. Donc, je range les Girondins. Moi, je suis vraiment fan de Bordeaux en plus. Je te comprends. Depuis que je suis tout petit, Chaban Delmas. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, on passe au troisième maillot. On est à l'été 2017. Tu pars en prêt à Clermont. Ouais. Et là, tu vas peut-être me le confirmer, mais tu vis un peu une renaissance. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a tu joues l'ensemble de la saison. Tu finis meilleur gardien de Ligue 2, tu l'as dit. Qu'est-ce qui a été déterminant dans cette renaissance? Comment tu te relèves de cet échec bordelais? En fait, quand je suis à Bordeaux, je fais champion d'Europe avec l'équipe de France. Donc là, moi, je veux absolument partir pour jouer. Et Bordeaux me bloque un peu parce que, vu que Carasso, malheureusement, se blessait aussi, il voulait quand même être sûr. Et en fait, je me suis dit, en partant de la Coupe du Monde, je dis, moi, c'est pas négociable, je veux aller jouer et je m'en fous d'aller jouer en national, d'aller jouer en Ligue 2, je veux aller jouer parce que pour l'anecdote, l'année d'avant où je reste à Bordeaux l'année sans jouer, je dois être prêté à Boulogne-sur-Mer. Ok. Et je pars au mois de janvier. Ligue 2 nationale. Je pars au mois de... Je me souviens, je pars faire le banc à Nancy en Ligue 1. Nancy était encore en Ligue 1. Et dans la nuit, je prépare mes affaires, tout ça, machin. Je charge la voiture. Je dis au revoir à tout le monde le lendemain. Et je prends la route direction Boulogne. Entre-temps, j'ai le coach. Je ne sais plus qui c'est le coach, c'est pas très grave. Que j'avais déjà eu au téléphone, qui m'avait assuré que je jouais. Parce que j'allais à Boulogne pour jouer, moi, toujours dans cette mentalité-là. Et en fait, il commence un peu à rétrouver. Ah, mais je peux pas faire ça à mon gardien, machin et tout. Et en fait, j'ai compris que c'était pas un choix unanime. Et vu qu'en gros, je suis arrivé à Bordeaux, pas dans un choix unanime, je pense que c'était plus un choix coach qu'un choix de direction. Et je me suis arrêté à l'aire de Cognac. Je me souviendrai encore. Je suis assis et j'attends. Et j'ai dit, à Bordeaux, ils me veulent pas. Ça se trouve, je vais là-bas en national à Boulogne-sur-Mer, mais je vais peut-être pas jouer parce que si le coach il veut pas faire ça à son gardien, machin. Je dis, je fais quoi? Et là, tu te dis, 6 mois avant, tout le monde te voulait. Quand tu étais à 3, tu avais multi clubs sur toi. Et hop, et 6 mois après, il n'y a plus personne qui te veut. Et là, tu dis, ça arrive avec le foot. J'ai pris une grosse claque et donc j'ai décidé de rentrer. Et tout l'allant qui me dit, je me souviens, il dit, c'est la meilleure décision de ta carrière. Il m'a dit, mais tu le sais pas encore.
Je dis, bon, on verra. Et la raison, du coup, après, quand j'ai Clermont qui m'appelle, c'est Philippe Vaugeois, le recruteur qui me recrute à l'âge de 12 ans à l'Estac, qui était recruteur de Clermont, et Corinne Diacre qui m'appelle. Et donc après, en fait, ils m'ont assuré mon poste de numéro 1. Et en fait, je me suis éclaté. J'ai fait beaucoup de clubs, mais c'est que j'ai toujours voulu jouer. Et d'où l'importance pour moi, l'importance, ça passe par jouer. Moi, je suis heureux quand je suis sur le terrain. Donc du coup, voilà, et je me suis éclaté. J'ai rencontré des mecs exceptionnels. Je suis le meilleur gardien, en plus élu par les autres joueurs de Ligue 2. Enfin, c'était vraiment top. Et puis, j'ai vu un club qui commençait à évoluer. Parce qu'entre-temps, Corinne Diacre part en équipe de France et Pascal Gatien arrive. Donc, en fait, moi, je suis le tout début de l'ère Gatien après avec Clermont qu'on a vu. C'est ce qui te fait démarrer. En fait, c'est ce qui fait dire que ça, c'était pas du hasard à 3. C'est surtout ça, en fait. Parce qu'à un moment, je m'étais même mis à douter. Je me suis dit, ça se trouve. Oui, c'est ce que tu dis. Tu dis, j'ai un peu de réussite. Voilà, c'est ça. Et puis, mais parce que j'ai toujours été comme ça. C'est que je suis quelqu'un qui suis vachement aussi dans les émotions. Et disons que, en fait, pour moi, c'est aussi prendre du plaisir. C'est un métier, bien évidemment, mais il faut prendre du plaisir. Et c'est quelque chose où il y a des fois, on peut un peu l'oublier quand on est footballeur. Donc là, c'est important parce qu'à Clermont, tu nous dis, en fait, tu reprends aussi confiance et tes performances suivent. Donc, c'est quand même quelque chose qui est ça montre que important. j'ai besoin de cet équilibre. C'est surtout ça. On passe au 4e maillot ? Allez. Let's go. Donc là, tu appartiens à Nîmes. Tu appartiens toujours à Bordeaux. Et tu vas signer à Nîmes. Donc là, tu retrouves la Ligue 1. C'est ça. Donc tu vas rester 2 saisons à Nîmes. C'est ça, de près. Donc tu retrouves la Ligue 1, 2 saisons. Comment est-ce que on gère cette succession de prêts ? Alors c'est le 2e. Mais comment on gère cette succession de prêts, cette forme d'instabilité aussi ? Parce que tu n'es pas tout seul non plus. Non, très clairement en fait. Je me suis mis dans la tête, dans tous les cas, j'appartiens à Bordeaux. Et je me suis pas spécialement mis d'objectif en fait, je vivais année après année. Je me dis, tu sais quoi, t'es prêté, donne tout. Donne tout ce que t'as pour le club. Et tu verras. Dans tous les cas, toi, j'étais très clair avec Bordeaux, c'est je ne reviens pas numéro 2. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, il y a Benoît Cossil qui vient. Donc je savais que le poste était cuit. Donc en fait, je dis, c'est quoi, je m'éclate. Je joue, pour vous c'est bénéf, parce que mine de rien, vous m'avez payé, je joue donc puis ils prennent pas non plus tout le salaire en charge. Enfin, il y a quand même, donc en soi, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Et donc en gros, c'était, éclate-toi et puis on verra. En fait, c'était vraiment, c'est vrai que dans la finalité, c'est une instabilité énorme, parce que chaque année, on était un peu, on sait pas trop, mais un plaisir monstre. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de prolonger l'aventure à Nîmes, parce que si j'avais pu faire ma carrière à Nîmes, j'aurais fait. Si le club avait bien sûr, se serait structuré encore plus. Je suis parti, moi, ils étaient encore en Ligue 1, mais parce que je sentais que malheureusement, ça prenait pas la bonne direction. D'accord. Mais je suis parti le cœur lourd, parce que j'aime cette ville, j'aime ce club, j'aime les gens qui y sont. J'avais une équipe. Nous, on s'appelle les Nîmois, mais parce que voilà, Briançon, Ripard, la totale, Valls, Paquiez, Bobichon, c'est des mecs avec qui on se voit encore aujourd'hui. Donc, non, on avait une équipe déjà exceptionnelle. Première saison, je crois qu'on finit 9e, si je dis pas de bêtises. L'année d'après, on se maintient aussi. Pour un club comme Nîmes, c'est énorme. Bien sûr. Et puis, avec ma femme, ce qu'on disait, c'est que je crois que c'est là où on a le plus bel équilibre de vie. On avait une vie à côté du football aussi, parce que mine de rien, on n'est que de passage. Enfin, c'est pas évident des fois de. Et partout où je suis passé, on s'est toujours fait des amis en dehors du foot. Mais à Nîmes, c'est quelque chose de différent encore. Parce que t'as invité chez les voisins, apéro. Ce que je te propose, avant de passer au 5e maillot, on va marquer une petite pause. C'est la traditionnelle mi-temps de la VAR et on va jouer à un petit jeu. Ouais, plaisir. Voilà. Là, je vais te proposer un petit jeu où tu vas être justement très libre sur le plan tactique. Je vais te donner des situations fictives, je vais t'en donner quelques-unes, et tu vas me dire quel gardien, français, international, en activité ou non, tu verrais le mieux assumer chacun de ces scénarios. Tu prends quel gardien à un partout dans les arrêts de jeu pour stopper un penalty décisif pour le montrer? Michael Landreau. Michael Landreau, je pense que sa renommée sur les pénaltys n'est pas à faire. Et je trouve que c'était un gardien
que moi je regardais du coup à la télé quand j'étais jeune, et je le trouvais malin, vicieux, tu sais il savait toujours bien amener les adversaires, parce que c'est pas le gardien qui avait le plus de qualité de jambes ou quoi, mais tout le temps bien placé, et puis surtout il avait du pif pour les pénaux, quoi. Ouais. Donc Michael Landreau. Ok. Tu prends quel gardien pour garder les buts de Lyon à Geoffroy Guichard? Pour assumer la Grégory pression. Coupé. Grégory Coupé. Parce que déjà, moi, je suis fan de lui depuis tout petit, mais en plus, il a fait les deux clubs. Qui mieux que lui connaît cette atmosphère? Et il a fait en plus son dernier match professionnel à Geoffroy Guichard avec le PSG. Donc c'est sûr et certain, je pense que ça lui colle à la peau. Ok. Tu prends quel gardien pour tirer et donc marquer le dernier penalty à une séance de tir au but? Je prends qui? Je prends Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. Ouais. Ok. Bon, parce que il est tout le temps là dans les grands moments. Ouais. Donc je pense qu'il sera présent. J'avais vu un match de pré-saison, il avait tiré un péno, il avait mis pleine lucarne, donc je tremblerai pas. Ok. Tu prends quel gardien pour réveiller un vestiaire à la mi-temps après un début de match Qatar? Soit je prends Oliver Kahn, ou soit je prends Pascal Olmeta. Je prends des Ok. mecs qui ont caractère. un caractère assez fort et qui... Après, Olmeta, j'étais encore trop jeune, mais du moins Oliver Kahn, on sent qu'il a ça en lui, quoi. Ouais. Tu prends quel gardien pour porter le brassard de capitaine et l'assumer sur une saison? Sur une saison entière, pour le brassard, je mettrais bien Maignan. Ok. Parce que je trouve qu'il dégage quelque chose d'assez fort depuis ces dernières années. Et ouais, quand j'ai... Lui ou Mandanda, l'un ou l'autre. Je trouve que les deux, ils dégagent quelque chose, une prestance assez costaud. Ok. Tu prends quel gardien pour aller négocier une prime avec ton président? Je prends quel gardien pour aller négocier une prime avec le président? Je me prends moi. Ouais. Moi, pour parler pour le vestiaire, j'aime bien, ça me dérange pas. D'accord. Donc je peux y aller. Et tu prends quel gardien pour devenir un grand entraîneur? Quel gardien pour devenir un grand entraîneur? Allez, je dirais comme ça, peut-être Ter Stegen. Parce que je trouve que c'est un... je trouve ça un gardien exceptionnel, fabuleux, et qu'il a une science du jeu assez exceptionnelle. Et donc je me dis, si t'es gardien, si tu l'as déjà en toi, je vois pas pourquoi tu pourrais pas le transmettre à d'autres. Donc peut-être Ter Stegen. Tu prends les maillots? Allez. On reprend le fil de ces maillots et on passe au 5e maillot, donc il est juste ici. C'est le SCO d'Angers. On est à l'été 2020, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Tu quittes enfin les Girondins de Bordeaux, parce que là, tu es transfert définitif. Ouais, tu arrives à Angers, tu es toujours en Ligue 1. On fait un peu de stabilité, non? Ouais, c'est ce qu'est-ce que que je me dis. Ouais. À cette période-là, c'était de la stabilité de dingue. Et puis sur la première saison, où je crois qu'on finit 10e, on est 3e à la trêve, le même coach depuis 10 ans, l'équipe qui a très peu changé, on était solide, enfin franchement on était vraiment costaud. Et en fait, au mois de mars ou avril, Stéphane Moulin annonce qu'il quittera son poste à la fin de saison. Et donc là, en fait, ça annonce de gros changements et puis un peu des cadres qui allaient partir. Et donc la deuxième saison, il y a un nouveau coach qui arrive, le coach Batik. Et pareil, gros début. Gros début. Et malheureusement, moi, en fait, au bout de... Je sais plus, mais on était 3e, pareil, 4e, au bout d'une dizaine de matchs. Et puis moi, j'ai un gros début de saison. Et en fait, je tombe malade. Je tombe malade. Je me fais une pneumopathie. Et en fait, mal soigné. Ils ont mal donné les médicaments. Et donc, en fait, ça a grossi. Et au lieu d'être soigné en 2-3 semaines, j'ai mis 2 mois, quoi. Ok. Et en fait, quand j'arrive, bizarrement, je sens que... alors que je crois qu'on était entre la 8e et la 11e place. C'est très bien pour nous. Et en fait, je sens qu'on a une mésentente un peu avec le coach. On n'est pas d'accord sur ma date de reprise, tout ça. Et puis, je sens le feeling ne passe plus trop. Et voilà, on a un petit... Pas un clash, mais voilà, on se prend un peu... On s'explique, on va dire. Et en fait... moi, je dis, si c'est pour être passé numéro 2 sans vraiment raison, je dis, non, quoi. Enfin, on arrive au mercato d'hiver,
Et je sais pas comment ça se passe. En fait, Saint-Etienne entend que avec le coach, on s'était un petit peu expliqué. Et en gros, Loïc Perrin m'appelle, le coach du Prat m'appelle et me dit « Est-ce que tu veux relever le défi un peu de l'impossible, à venir nous sauver alors qu'on a 10 points de retard sur tout le monde ?» Ouais. Puis moi, je dis « Ouais ». J'ai dit « Ouais, c'est comme Saint-Etienne, ça me parle. » Et puis voilà comment... Bon, tu m'as donné une bonne transition. Ouais. Hein, puisque, hop, ton aventure angevine s'arrête pour quelques mois et tu signes à Saint-Etienne. Ouais. Opération commando, là. Opération commando, mais j'arrive dans un club où en fait, je comprends tout de suite que ouais, c'est du standing de Bordeaux, voire un peu plus. Okay. 40 000 tous les matchs. T'arrives dans un complexe magnifique. Mais j'arrive surtout dans un vestiaire malade. Ça, je le sens tout de suite. Ah oui. Très, très jeune. Et c'est surtout que premier match, on joue contre Lens. Okay. Et chez nous. Et en gros, on tient le match nul. Et dernière action du match, Fofana, il rentre intérieur, pleine lucarne. Ah. Et je te jure, je suis rentré dans le vestiaire. Et si tu veux, moi, dans mon énergie, les gars, c'est pas grave. Enfin, en gros, il arrive, il m'a dit, Paul, ça fait 6 mois que c'est comme ça. Ça fait 6 mois qu'on pense qu'on va prendre un point, un machin, et au final, on se fait niquer à la fin. Et en fait, je me suis dit, mais ça, au début, je le comprenais pas. Je me suis dit, mais il faut pas être pessimiste. Je peux te dire que je l'ai bien compris après. Quand ça fait 6 mois que tu subis. T'arrives pas à te relever. En fait, c'est ça, c'est que t'es dans la nasse. Okay. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club au départ? Est-ce que c'est le discours de Duprat-Perrin qui t'appelle ou c'est l'histoire du club? C'est un mélange des deux. J'étais dans une situation à Angers un peu d'injustice et moi j'étais aussi dans mon truc. Toujours jouer. Voilà, toujours jouer, tout ça, machin. Et après, je vois le classement, je vois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'écart, mais je me dis, t'es à Saint-Etienne. Ouais. S'il y a bien un club où ça peut se passer, c'est peut-être là, quoi. Tu vois, je me suis dit, ok, on verra. Et en fait, bien sûr, parce qu'au final, on fait une remontée exceptionnelle. Moi, je crois que je prends 20 ou 22 points sur la phase où je suis à Saint-Etienne. Ouais. Si tu fais ça sur une saison, tu es à plus de 40. Tu finis même, je crois, 13e ou entre 9 et 13. Hein. Donc, mais bon, on fait ça. Et puis, en fait, on arrive au barrage et tu perds au péno. Je crois qu'en fait, il n'y a pas pire. Moi, je l'assume, hein, c'est le pire souvenir de ma carrière, c'est le penalty à Saint-Etienne. Le barrage. En fait, tu passes du héros au mec qu'on va abattre parce qu'il a pas arrêté un péno. Alors que ça fait 6 mois que tu es là, tu fais, mine de rien, tu fais des super matchs et tout. Alors, et que dans le vestiaire, tu as essayé aussi. J'ai essayé de donner ce que je pouvais. Après c'était pas évident parce que quand tu tombes avec des gars qui ont aussi beaucoup d'expérience et tout, et puis, on avait la chance d'avoir aussi un coach qui, c'est en lui, être un meneur d'homme, quoi. Il nous a vraiment inculqué ça. Et perdre au pénalty, t'as envie de dire, mais putain, mais en fait, je crois que j'aurais préféré descendre. Vous perdez en plus, je dis pas de bêtises, chez vous nous. Perdez à Geoffroy Guichard. Ouais, c'est le deuxième. Et après, il y a les. Et il rentre sur le terrain, ouais, pour un peu taper tout le monde, quoi. Donc, ouais, c'était une mauvaise image du football au final. Donc ouais, non, compliqué. Puis c'est tellement dommage parce qu'en fait, mine de rien, c'est un monument qui s'effondre, quoi. Ouais. Donc autant te dire que quand ils sont montés, je fais du bien quand même. Hein. Ouais. Ah oui, parce que... Même avec le recul, même quand t'es plus là, tu te dis quand même... Ah oui, ouais, ils sont tournés. Ouais, ça peut pas être en Ligue 2, un club comme ça. Ouais. Et Pascal Duprat, t'en as parlé, c'est vraiment le meneur d'homme qu'on croit ou pas? Les causeries, elles sont mythiques. Et puis c'est quelqu'un, en fait, il est très... En fait, c'est terre à terre. C'est que... Si vous voulez gagner, vous me suivez. Okay. En gros, il n'y a pas de... on pense qu'il faudrait que tu mettes ton pied comme ça pour être mieux placé. Non, c'est... Si tu mets ta tête, tu mets ta tête. S'il faut saigner, tu iras saigner. Mais moi, ça me parle, ce genre de discours. Ouais. C'est brut, on y va. Et puis, tu vois, à Nantes, le dernier match, la 38e journée, moi, je fais un très gros match à Nantes. Et en fait, il nous fallait un match nul pour être barragiste. Et on prend un péno, on perdait 1-0. Et Amouma, il égalise à la 80e. Et je me souviens, à la mi-temps, il a des bagues au doigt. Il tapait contre la tête comme un âne. Il hurlait, le coach. Et tu sais, je sais pas comment dire. Tu sais, j'étais déjà bien éveillé dans mon match, tu vois. Mais tu sais, j'ai senti ça nous a remis dedans, quoi.
Surtout que c'est dur parce que tu es là, tu pars de Saint-Etienne, tu retournes à Angers. Ouais. Et là, re-saison difficile. Bah, c'est ça en fait. En fait, Et tu te dis, moi, c'est pas c'est ça qui possible. ça m'a. Deux, trois fois, je vais pas mentir, hein, deux, trois fois, j'étais dans ma voiture à Angers, par exemple, et puis tu le sens quand ça pue. Tu le sens quand tu vois que. Et je te dis, putain, mais c'est bon. Tu sais, enfin, t'es là et tu dis, mais tiens, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et donc j'attendais, puis ma femme me disait, ça va, je prends un petit peu de temps là, je suis dans ma voiture, je vais rentrer, mais t'inquiète. Enfin, en gros, tu peux aller te coucher, je vais pas rentrer tout de suite, quoi. J'étais dans le parking, dans ma voiture, pas de téléphone, hein. Je regardais comme ça. Ouais. Et là, je peux te dire que tu réfléchis, hein, tu te dis, bon. Ouais. Et puis après, au final, les choses font que ça avance, quoi. Donc voilà. On passe au 7e maillot. Ouais. Et là, première expérience à l'étranger. Oui. Tu signes en Turquie, à Konyaspor. Ouais. Bon, avant de reparler de l'aventure turque, qu'est-ce qui te motive à partir à l'étranger? Est-ce que c'est pour oublier un petit peu Alors, pour être sincère, j'ai été catalogué. Très clairement, en France, on m'a catalogué, genre le mec qui descend. Alors que j'avais juste fait 6 mois à Saint-Étienne et puis la saison avec Angers, là, oui. Mais bon, et donc en fait, au final, je savais que j'allais pas avoir de Ligue 1. Et en fait, je me suis dit, tant qu'à faire, autant connaître une Ligue 1 à l'étranger. Je me suis dit, au lieu parce que la Ligue 2, je l'ai faite avec Clermont, donc je me suis dit, je suis pas contre. J'étais pas contre de la Ligue 2, mais je privilégierais un club de Ligue 1, de Ligue 1 à l'étranger. Et puis, j'avais quelques petites touches, mais rien de concret. Puis en fait, un moment, Konyaspor est arrivé. Et en fait, c'était tellement dans mon truc du style. Je m'étais renseigné, on m'avait dit non, là-bas c'est carré, à Konya, tu peux être sûr, machin. J'y suis allé, quoi. tant que ça? Et c'est pour ça, quand tu m'as dit, quand tu as fait la barre, tu m'as dit, est-ce qu'il y a un truc, Ok. ça, je le referai. Si je dois changer un truc dans ma carrière, c'est ça. Ok. Pas sur le plan sportif, c'est que j'ai tellement. Parce que, bon, bah voilà, pour la petite histoire, moi, c'est que j'arrive à Konyaspor. Les 2-3 premiers mois se passent. Les 2 premiers mois se passent magnifiquement bien. Alors, on n'est pas payé, mais ça, a priori, c'est monnaie courante là-bas. Mais je crois qu'on est premier ex aequo avec Galatasaray. Enfin, on perd pas un match, on est hyper costaud. Donc bon, puis tu découvres le truc. Infrastructure exceptionnelle, enfin bon, voilà, tout ça, stade magnifique et tout. Et puis après, visa, en fait, je perds mon chien. Tu perds Je perds malheureusement mon chien Bernier. Et puis ma femme, au mois de novembre, ils lui disent, écoute, t'as pas de visa. Alors qu'on avait fait toutes les procédures, tous les papiers, tout le club nous avait dit oui, mais en fait, ils avaient menti. Et donc en fait, ils nous ont clairement dit, au mois de décembre, elle serait expulsée, quoi. Donc là, moi, j'ai dit stop. J'ai dit stop. Ouais, t'as abordé les différents épisodes un peu compliqués, le visa, la perte de ton chien, les salaires impayés. Mais je vais même te dire, le salaire impayé, c'est fou. C'est pas ça. Tu m'as dit, j'ai perdu mon chien. Enfin, en gros, moi, c'est mon fils. Ouais, tu pouvais plus vivre avec ta. Non, tu vois, donc en fait, tu perds ton chien, ta femme avait été expulsée. Qui je fous en Turquie, tu vois, si c'est que pour du foot. Donc c'est justement ça qui est intéressant, c'est que c'est les aspects plutôt extra-sportifs. Ouais. Mais ça m'a beaucoup questionné, justement, sur à quel point toi, tu juges que cet équilibre-là, est important en fait, pour un sportif de haut niveau. Et pour toi qui a pas mal bougé. C'est ça, en fait, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que moi, j'avais besoin de cette... disons... C'est pas... tu sais, souvent, les gens ils disent « Ah, mais il touche tant, il a ce salaire-là et tout. » Je dis la vérité, c'est pas ça qui fait... Moi, en fait, le plus important, c'est que entre guillemets, ma famille soit bien, donc que je sois heureux, que j'aime l'endroit où je vive, et que surtout je puisse m'évader, aller me balader, machin. Et bien évidemment, que je me plaise sur le terrain et tout. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, quand dans ta vie, t'as plus tout ça, sur le terrain, t'as beau avoir les meilleurs terrains, t'as beau avoir les meilleurs trucs, t'as qu'une envie, c'est de te barrer. Quand les mecs en face de toi, ils font que de te mentir, ils te disent non, mais t'inquiète, machin. Alors, en fait, donc non. Et en fait, c'est ça qui m'a fait relativiser. Puis souvent, on dit, des fois, il faut malheureusement vivre un gros déconvenu, échec. Je sais pas si c'est un échec, mais pour moi, la perte de mon chien, c'est difficile. Parce qu'il est parti en 40 minutes. Alors, en fait, j'ai compris que la vie, elle s'en va comme ça. Et bon, donc du coup, en fait, ça m'a fait vachement relativiser.
Et du coup, j'ai dit. La décision, en 20 minutes, elle a été prise quand ma femme vraiment. Quand en fait, j'ai reçu une vidéo de quelqu'un où sa femme, elle était en prison à l'aéroport parce qu'ils n'avaient pas fait son visa, il l'a renvoyé où il était. J'ai dit, jamais de la vie, jamais de la vie. Donc là, j'ai pris les devants et j'ai dit, allez, stop, on s'arrête. Ok. On passe au 8e maillot ? Yes. Allez. Bon, là, on est toujours à l'étranger. C'est ça. Enfin, on est ici, en Suisse, à Yverdon Sport. Ouais. Donc, l'AVA, c'est la boîte à souvenirs du foot français. On aime le foot français, voilà. Mais on connaît un peu moins le football suisse quand même. Ouais. Notamment, globalement, en France, on connaît un petit peu moins le football suisse. C'est quoi les caractéristiques du football suisse ? Comment tu pourrais nous décrire ? Déjà, je pense que c'est un championnat sous-coté. Je le dis sincèrement. Je vois pas de différence avec la Turquie, par exemple. Ok. La preuve, c'est que Young Boys a sorti Galatasaray, Saint-Gall a sorti Trabzonspor en Coupe d'Europe. Donc, je pense que ça travaille très très bien. Ok. Et puis la Suisse, ça a cette culture qui est exceptionnelle, c'est que tu as 3 langues. Tu as France, italien et allemand. Donc en fait, tu as 3. Et plus tu vas jouer, par exemple, tu vas jouer contre Lucerne, tu vas jouer contre Zurich, tu sens que c'est plus du football allemand. Tu vas jouer contre Lugano, tu sens que c'est un peu plus italien. Et puis la Suisse romande, Servette, tu sens que c'est un peu plus français. Enfin, tu vois, c'est assez étonnant. Et donc, je trouve que c'est une richesse exceptionnelle. Il y a des super bons petits joueurs dans ce championnat. Et puis en vrai, ça joue, quoi. Ça joue au foot. Ouais. Ouais, ça joue au foot. Franchement, ça ressort de derrière. Enfin, tu vois, c'est rare qu'on tombe sur des équipes où ils sont en bloc derrière. Ils attendent. Non, c'est un football assez attractif. Ça y va. Dernier maillot ? Allez, c'est parti. Bon, là, on est sur de l'international. Ouais. Hop, j'essaie de le sortir un petit peu proprement. Chops. Donc, il y a 2 grandes phases de ta carrière internationale. Le premier, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. 2016, vous remportez l'Euro U19 avec une équipe plutôt pas mal. Kylian Mbappé, Théo Hernandez, Marcus Thuram, Amin Harit, Christopher Nkunku. Lucas Touzard. Issa Diop. On avait une équipe, Jean-Kévin Augustin. C'est lequel qui t'a le plus... Parce qu'on pense direct, on va se dire, tiens, on va passer à Kylian Mbappé. Parce que... Mais bon, je vais pas dire parce que c'est trop facile. Voilà. Il y en a un sur qui j'aurais mis une pièce, c'était JK, Jean-Kévin Augustin. Ok. C'était un tueur. Formé à Paris. Ouais, formé à Paris. Il était à Bâle l'an passé, mais là, je sais plus où est-ce qu'il est. Et puis, moi, j'adorais Latouze, Lucas Touzard, que je trouvais... Ok. Je trouvais que c'était un gratteur de ballon. Et puis... À Lyon, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Mais il fait une super carrière. Il fait une super carrière, Lucas. Mais c'est un super joueur. C'est un super joueur, Lucas. Et donc, voilà, ça a été... on avait vraiment une superbe équipe, honnêtement. Alors moi, j'ai eu la chance de faire toutes les sélections de U17 jusqu'à Espoir. J'ai plus d'une 50aine de sélections. Donc c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Mais ce que je disais quand j'étais dans les autres clubs et que les gars partaient en sélection, je leur disais profitez. Profiter, parce que moi j'ai eu cette chance-là de la vivre jusqu'à mes 22-23 ans grâce au JO aussi. Mais les trêves après, c'est plus les mêmes. Alors oui, il y en a qui disent mais t'as plus de jours de repos, tu peux partir. C'est vrai. En vrai, je peux plus jouer contre la Pologne, je peux plus jouer contre le Brésil. Tu vois, tu vis des choses, puis tu portes le mot français. Quelle masterclass plus que ça, franchement. Donc moi pour rien au monde, je changerais ça. La deuxième belle aventure, elle est en 2021. Bon, là, on est toujours en période Covid. C'est les Jeux Olympiques de Tokyo. Contexte un peu particulier. Je parlais du Covid, mais le sélectionneur a un petit peu de mal, beaucoup de mal à faire son équipe. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette aventure japonaise ? Alors, en fait, si tu veux, avant, ce que je retiens, c'est l'Euro U19, on fait demi-finaliste. L'Euro l'Euro Espoir, on fait demi-finaliste et en fait c'est ça qui nous qualifie pour les JO. D'accord. Et donc en fait si tu veux c'est 2 ans de travail pour ça. T'as l'Euro, toute l'aventure, tout le cycle. C'est ça, mais on savait que si on était qualifié pour les demi, on allait aux JO. Donc en fait quand on se qualifie pour les demi, putain mais c'est juste exceptionnel. Mais on part aux JO, c'est exceptionnel. Et moi en fait au moment où je signe à Angers, je le mets pas dans mon contrat, mais je fais une parole avec le président. Et pour aller jouer les JO. Il m'autorise à aller jouer les JO. Et au final,
Je suis en vacances et je me souviens encore, le sélectionneur Sylvain Ripoll m'appelle et commence à me questionner sur des joueurs. Je dis putain, mais pourquoi eux? Enfin, tu sais, quand tu vois tous les joueurs qu'on a, et il commence à me dire, Paul, on est dans la merde, il n'y a pas de joueurs, les clubs n'autorisent pas les joueurs. Ok. Là, j'ai ah ok. Et moi, je lui dis, par contre, coach, moi, je suis là. Je lui dis, moi, soldat, je viens et puis, c'est qualifié, je vous en quoi. Enfin, et du coup, en gros, on arrive et puis je crois que sur la liste des 50 présélectionnés, de base, je crois qu'on n'était que 3 ou 4. Ah ouais. Ouais, donc chaud. Et du coup, Sylvain, le coach Sylvain Ripoll, il a fait comme il a pu. Il a fait. Mais après, on peut même pas en vouloir aux joueurs qui y étaient parce que les mecs, ils sont venus, ils se sont T'as retrouvé TJ? J'ai retrouvé TJ. Ouais, ça me souvient, je l'avais appelé avant, du coup. Et en fait, le truc, c'est juste qu'en fait, tu te bats et tu peux pas en vouloir une équipe qui se connaît pas, qui a jamais joué ensemble. On avait joué le Mexique, le Japon. Je me souviens des Génial qui nous avait dit, mais le Mexique, ça fait 2 ans, ils travaillent avec la même équipe. Ouais. Tu m'étonnes. Enfin, donc, et c'est encore plus frustrant, mais alors, je suis content pour eux parce qu'à Paris, ils ont fait une médaille, mais tu te dis, putain, ouais, si tu mettais l'équipe que tu avais, la même équipe depuis 2 ans, je pense que tu chopes une médaille, quoi. Donc bon, mais c'est le football, c'est comme ça, et peut-être que notre décontenu, ça a permis à ce qu'ils soient médaillés maintenant. Donc, des fois, c'est un mal pour un bien. Malheureusement, c'était nous, mais j'étais quand même en train de vibrer devant la finale. J'espérais quand même qu'ils chopent l'or, c'est quand même dommage, mais bon. Ouais, encore l'Espagne. Ouais, voilà, encore l'Espagne. mais bon, ils ont une médaille d'argent et toute leur vie, on les présentera comme des médaillés. C'est juste magnifique. Ouais. Donc, bravo à eux. J'ai pas eu cette chance. Eh ben merci Paul, on a fait un bon tour là. Ouais. De jolis souvenirs, de bons et de moins bons souvenirs, mais une carrière. Ça fait quand même une carrière. Et ce plaisir de jouer. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est le plaisir de jouer. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu à Yverdon aussi, c'est que continuer à évoluer. Je voulais continuer encore tester une ligue étrangère, parce que ça va quand même plus ce truc-là. Ok. Et puis aussi, moi je suis amoureux de la ville d'Annecy, puis je voulais être proche d'Annecy, donc du coup ça combinait bien. Et voilà, on espère que ce premier épisode tourné en dehors de France avec un joueur en activité vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux, la VAR FC, pour tout connaître de l'histoire du football français. Et du coup maintenant, on se retrouve